Tout en bas, au ras du sol, côtoyant les rigoles et le caniveau, le peuple, autrement dit les masses laborieuses qui sont nous, avec leur lot d'emmerdes quotidiens et qui croient encore à l'illusion de la démocratie et à la mascarade de l'élection. Au-dessus, les gouvernements qui possèdent le monopole du pouvoir, qui l'utilisent pour nous taxer, nous contrôler comme du bétail. Au niveau supérieur, les grandes entreprises, les multinationales qui contrôlent les gouvernements et dirigent réellement le monde. Financement des campagnes et corruption de la classe dirigeante par le pouvoir de l'argent, pour leur seul profit. Sans elles, les politiques et les partis n'existeraient pas. C'est ce qu'on appelle la corporatocratie. Pour prendre possession des ressources mondiales et contrôler les marchés, ces grandes entreprises se financent auprès des grandes banques, le cartel bancaire, Wall Street, la City, qui leur prêtent à des taux préférentiels au détriment de l'emploi et des salaires. Au-dessus, les banques centrales internationales, BCE, la Fed, détenues par des capitaux privés, qui impriment la monnaie papier et dictent leurs lois aux nations. Ce sont elles qui imposent le taux de réserve fractionnaire aux banques commerciales qui nous font payer des intérêts sur de l'argent créé ex nihilo. La BCE est totalement indépendante. Il a pour seule mission de réguler l'inflation. Et l'inflation se paye en chômage. Au-dessus encore, à un niveau international, les banques centrales utilisent le FMI et la Banque mondiale pour créer plus d'argent et exploiter les ressources des pays auxquels elles prêtent, les conduisant à la faillite et à l'anéantissement, au nom de l'équilibre monétaire international. Sous prétexte de les sauver, elles imposent leurs lois, les lois du marché, pour le profit d'une petite élite sans scrupules, au détriment des peuples qu'elles saignent à blanc, avec le soutien des politiques et des médias subordonnés. À l'avant-dernier niveau, la Banque centrale des banques centrales, la BRI, la Banque des règlements internationaux, créée par les Rothschild, qui contrôle toutes les banques centrales internationales. Au dernier niveau, tout en haut, juste sous l'œil qui domine le monde, une petite élite oligarchique réduite aux seules familles des Rothschild, cartel bancaire, et des Rockefeller, complexe militaro-industriel, assises sur leur bon gros tas d'or et qui regardent sombrer les peuples dans une extrême pauvreté en se tapotant le bas du ventre avec la satisfaction du devoir accompli. Ils poussent des cris de félicité et de suffisance en tirant sur leurs bretelles. Pof, pof, bruit de la fumée du cigare au prix incalculable qui s'échappe de la bouche de ces hyènes insatiables des ténèbres. Et tout en haut, au niveau de l'œil qui veille sur le monde, ces familles, membres des Illuminati, une organisation secrète née en 1970-76, à l'initiative de Meyer Amschel Rothschild, qui aurait convoqué Adam Weishaupt, afin de restaurer l'ordre des Illuminés de Bavière, affirment certains, œuvrent dans l'ombre depuis des générations pour l'avènement d'un nouvel ordre mondial et l'anéantissement des peuples de ce monde à leur seul profit. Deuxièmement, retour à la normale, remise en ordre. Non, il n'y aura pas le retour à la normale, comme je disais tout à l'heure. On va aller vers un monde radicalement nouveau, des technologies nouvelles, un rapport de pouvoir nouveau. Les États-Unis ne seront plus la première puissance du monde qui gouvernera le monde, qui ne voudra même plus gouverner le monde. Où il faudra soit accepter un désordre général, soit mettre en place un ordre planétaire avec un gouvernement mondial, avec une sorte de monnaie mondiale, comme on l'a fait pour l'Europe. Deux États. Mais en fait, l'autre situation idéale, c'est une ville qui soit en quelque sorte la capitale planétaire d'un univers. On peut imaginer un gouvernement mondial à Jérusalem, puisque c'est là où serait le point de rencontre de tout le monde. Mais ce qui est aussi le plus vraisemblable, c'est en même temps, est-ce qu'on n'est pas en train de détruire l'influence palestinienne en modifiant cet équilibre géographique? Oui, bien sûr. Bien sûr. La stratégie israélienne, c'est de créer des conditions de l'impossibilité d'une ville arabe. C'est pour ça que... Alors que la population arabe devient de plus en plus présente et importante dans la ville. Dans la ville, mais en même temps, elle est mêlée avec d'autres. Et puis, il y a aussi la solution qui consiste la plus vraisemblable à ne rien faire. On le voit dans les dernières négociations qui ont commencé récemment entre les administrations israéliennes, américaines, palestiniennes, avec l'idée de on va tout régler dans le conflit du Moyen-Orient, sauf deux questions, celle des réfugiés et celle de Jérusalem. C'est-à-dire que Jérusalem ne sera pas la première question réglée, mais la dernière. C'est pour ça que d'ailleurs, dans la tradition juive, on dit beaucoup que
la paix à Jérusalem est la condition de la venue du Messie. Le Messie arrivera par une certaine porte de la vieille ville et il arrivera soit pour faire la paix, soit quand la paix soit faite. Donc véritablement il y a une dimension en quelque sorte utopiste, messianique ou utopiste, de Jérusalem comme lieu de la paix. En fait, les espoirs de paix dans cette région sont liés à ce qui se passera à Jérusalem même. On a souvent dit par exemple que le Liban serait le deuxième pays après l'Égypte à faire la paix. Pas jamais le premier. En fait, on se rend bien compte que le Liban sera le dernier pays à faire la paix. Et bien là, de la même façon, je pense que Jérusalem sera le dernier problème résolu. Parce que personne n'a intérêt à céder, ni les Palestiniens qui ne reconnaîtront pas l'indivisibilité israélienne, ni les Israéliens qui n'accepteront pas. Donc je pense que le statu quo est le plus vraisemblable, même si on peut imaginer, rêver d'un Jérusalem devenant capitale de la planète, qui sera un jour unifié autour d'un gouvernement mondial. C'est un joli lieu pour un gouvernement mondial. Merci Jacques Attali, à la semaine prochaine pour une autre conversation d'avenir au Palais de Tokyo. Je vous invite à retrouver cette émission sur notre site internet publicsena.fr. Vous pourrez la... T'es mal la pute. J'y crois pas une seconde. Je trouve que c'est un feu de paille. Je trouve qu'il est sur une mauvaise voie. Purement sur les apparences narcissiques. Exactement ce que je lui conseille de ne pas faire. Mais je ne crois pas à une carrière d'homme d'État fondée sur la part. Donc c'est vrai que je suis très, très proche d'Emmanuel, c'est un garçon très brillant. J'ai eu le privilège dans ma vie d'être en situation de mettre les pieds à l'étrier à pas mal de jeunes. Je crois qu'Emmanuel Macron a tout à fait le talent pour être un président fiable un jour. Ça donne un sentiment que la cavalerie continue, que la pyramide de Ponty est encore là et que la croissance virtuelle va continuer. Maintenant, c'est tout. Et quel est selon vous le... Je suis candidat à la présidence de la République. Parce que je crois, plus que tout, que nous pouvons réussir, que la France peut réussir. Là, sans que vous... Et la transformation de l'Europe autour d'une vision partagée est la condition d'un nouvel ordre mondial plus stable, apaisant les rivalités des puissances. Le moment où tout le monde aura compris qu'il était temps de changer, temps de donner un nouveau visage à la mondialisation, temps de construire un nouvel ordre mondial. Alors jamais la nécessité d'un nouvel ordre international n'a paru aussi nécessaire. Des sourires et des poignées de main qui en disent long. Hier soir à Londres, les dirigeants du G20 estiment avoir trouvé un accord historique. Un nouvel ordre mondial émerge et avec lui, nous entrons dans une nouvelle ère de coopération internationale. Nous devons donc affirmer, ce sera le premier engagement qui sera le nôtre, la réforme de la gouvernance mondiale comme un préalable et un objectif. Mais en même temps, ne nions pas que nous avons besoin d'une gouvernance mondiale. Si on n'a pas aujourd'hui un gouvernement mondial, on ne peut pas parler sérieusement de démocratie. Or, nous n'avons pas... Donc elle a trouvé ses limites, la démocratie. Donc elle ne trouvera son accomplissement que lorsqu'elle sera une structure avec un gouvernement mondial, des gouvernements régionaux et des gouvernements locaux. Dans très très longtemps, on ne le verra pas. Je n'en sais rien, mais le gouvernement mondial, il est là. Le grand pari du XXIe siècle, c'est l'invention, comme vous venez de le dire, d'une gouvernance mondiale. Elle prend aujourd'hui l'embryon, prend aujourd'hui la forme du G20, et au cœur de cette nouvelle gouvernance mondiale, il y a le nouveau FMI. Et si je vous ai bien entendu, c'est la gauche, ou en tout cas les idées de gauche, qui font bouger le monde et qui peuvent faire avancer vers une gouvernance mondiale? C'est ma conviction, mais si je devais aller jusqu'au bout de ma conviction, je dirais que c'est comme ça depuis très longtemps. Et Volton? Oui. C'est une idée de droite, la gouvernance mondiale. Vous trouvez? Très bizarre. Pourquoi c'est une idée de droite? Parce que c'est en fait c'est un espèce de pouvoir quand même énorme où l'individu et les nations n'ont plus, donc les nations qui élisent leurs dirigeants n'ont plus grand chose à dire. Je pense qu'il faut viser le gouvernement mondial comme une stratégie. Et d'ailleurs, quand les gouvernements parlent du G20, c'est une illusion, une sorte de retard avant le gouvernement mondial. On va vers ça. Est-ce qu'on ira à la place de la guerre ou après la guerre? Je ne sais pas. Mais c'est ça qu'il faut viser. Et je peux vous dire une troisième chose. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Et puis nous allons procéder à la résurrection d'une France indépendante, en lien d'amitié avec le monde entier. Le grand retour d'une politique d'amitié et de coopération
de la France avec la Russie, avec la Chine, avec le monde arabe, avec le monde musulman, avec le monde latino-américain. Nous ne voulons pas du choc des civilisations. Nous ne voulons pas du nouvel ordre mondial qui nous entraîne à son choc. Il y a une vie après la construction européenne. Il est beau, hein? Il est joli, ce petit triangle. C'est la pyramide de Monsieur Asselineau, hein, avec l'équerre, le compas. L'UPR de François Asselineau lance sa fraternelle maçonnique. Une nouvelle loge maçonnique vient de faire son apparition, signalée par plusieurs blogs maçonniques. Il s'agit de la fraternelle Patriam Recuperare. Qu'a-t-elle de particulier? Elle a pour objectif de regrouper les francs-maçons et francs-maçonnes de toute obédience, membres de l'Union populaire républicaine, le parti de François Asselineau, ancien haut fonctionnaire qui a exercé dans différents cabinets ministériels. Donc voilà, je vous mets le lien de l'article pour ceux qui voudraient lire dans l'intégralité. Donc voilà, l'objectif, produire des travaux maçonniques en regard du positionnement de l'Union populaire républicaine à destination de l'édification des frères et sœurs des puissances maçonniques françaises. Produire des analyses accessibles par tous démontrant la compatibilité entre l'engagement maçonnique et l'adhésion à l'Union populaire républicaine. Etc., etc. Voilà. Alors, le nom Patriam Recuperare vient, c'est un nom qui a été donné en 1943 à un réseau de la résistance intérieure française, né de plusieurs groupes constitués à l'initiative d'Albert Kirchmeyer et du colonel Gustave Echen autour de la loge maçonnique, l'atelier de la Bastille créé en 1940 et du comité d'action maçonnique en 1941. Que des références maçonniques, hein, d'accord? Donc je crois que là, tout est clair. Hein. Voilà les amis, voilà les amis. Vivement l'intervention divine. Parce qu'il n'y a plus que ça là. Mais si l'on croit, comme c'est mon cas, dans la République, à un moment il faut passer par la franc-maçonnerie. T'es mal la pute. S'il y avait une chose que je voudrais voir apparaître en 2025, c'est la chose politiquement la plus incorrecte à dire, c'est un gouvernement mondial qui puisse imposer un contrôle des naissances réelles, efficaces, et un contrôle de la pollution réelle, efficace. Et la solution est évidemment, utopiquement, et nous la partageons tous, une démocratie mondiale, un gouvernement mondial qui aurait les moyens de financer ses infrastructures. Aux États-Unis, à l'Europe, à l'ensemble des pays de la planète, de se doter d'une gouvernance mondiale dont nous voyons aujourd'hui qu'elle est essentielle pour résoudre les grands problèmes d'environnement, et Barack Obama est engagé sur ces questions d'environnement, il veut signer le protocole de Kyoto. Eh bien, nous avons besoin de cette gouvernance mondiale. Alors jamais la nécessité d'un nouvel ordre international n'a paru aussi nécessaire autour de trois principes que nous portons depuis des années. Les socialistes, mais pas simplement les socialistes. Tous ceux qui ont une conception multilatérale de l'organisation du monde et universelle. Le sommet mondial pour refonder le capitalisme, c'est l'Europe qui l'a proposé. Le nouvel ordre mondial, c'est autour des propositions de l'Europe qu'il se construira. Si on n'a pas aujourd'hui un gouvernement mondial, on ne peut pas parler sérieusement de démocratie. Or, nous n'avons pas... Donc elle a trouvé ses limites, la démocratie. Elle ne trouvera son accomplissement que lorsqu'elle sera une structure avec un gouvernement mondial, des gouvernements régionaux et des gouvernements locaux. Dans très très longtemps, on ne le verra pas. Je n'en sais rien, mais le gouvernement mondial, il est là. 2009 peut être l'année de naissance d'un nouveau capitalisme, d'un nouvel ordre mondial. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra... Et il faut que tu saches que malheureusement, si tu veux découvrir ce qu'est la matrice, tu devras l'explorer toi-même. C'est là ta dernière chance. Tu ne pourras plus faire marche arrière. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Après, tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre.
besoin de vous dire que ça va mal. Tout le monde sait que ça va mal. La crise est partout. On voit partout le chômage, l'angoisse de se retrouver sans emploi. Le dollar fait une chute verticale, les banques connaissent la faillite, le petit commerce cache une arme derrière son comptoir. Partout on voit les voyous déferler dans les rues, personne nulle part ne sait quoi faire, on est désemparés. On sait maintenant que l'air qu'on respire est pollué, que notre nourriture est empoisonnée. Nous contemplons notre télévision pendant qu'un speaker nous annonce tranquillement qu'aujourd'hui il y a eu 15 meurtres et homicides et 63 agressions de femmes, comme si c'était absolument normal. Nous savons que ça va mal, pire que mal. Ça se déglingue, ça vaut bien que tout partout se déglingue, alors forcément on ne va plus dehors. On reste chez soi et en silence, le monde où nous vivons, il sera petit. C'est tout ce qu'on sait dire, c'est pitié qu'on nous laisse tranquilles dans notre living room. Épargnez mon toaster et ma télé, mes pneus increvables et mes carcasses radiales. Et je dirai rien, mais qu'on me laisse tranquille. Enfin, la guerre n'est plus qu'un mot dont nous oublions peu à peu le sens. Enfin, nous vivons en harmonie. Libriand, une maladie ronge le cœur des hommes. Son symptôme, c'est la haine. Son symptôme, c'est la colère. Son symptôme, c'est la violence. Son symptôme, c'est la guerre. Cette maladie, ce sont les sentiments. Mais Libria, l'heure est aux félicitations. Car il existe un remède à cette maladie. En sacrifiant les hauts hallucinants nous entraînent les émotions humaines. Nous nous sommes prémunis à jamais contre leurs pas vertigineux. Et vous, en société responsable, avez adopté ce remède. Le prosium. Aujourd'hui, nous sommes en paix avec nous-mêmes. Et l'humanité est unie. La guerre est loin. La haine est un mauvais souvenir. Nous sommes notre conscience désormais. Et c'est cette conscience qui nous guide pour classer EC10, c'est-à-dire émotionnellement contaminant, tout ce qui pourrait nous inciter à retrouver des sentiments, afin de le détruire. Libriand, vous avez gagné. Quand tout était contre vous, y compris votre nature même, vous avez survécu. We have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order, a world where the rule of law, not the law of the jungle, governs the conduct of nations. When we are successful, and we will be, we have a real chance at this new world order, an order in which a credible United Nations
can use its peacekeeping role to fulfill the promise and vision of the UN's founders. Il y aura un gouvernement mondial, que ça nous plaise ou non. Une question demeure, ce gouvernement mondial se fera-t-il de force ou sera-t-il demandé par le peuple? Paul Warburg, Conseil des Relations étrangères, architecte du système de la Réserve fédérale. Nous exprimons notre gratitude à l'égard du Washington Post, du New York Times et aux autres grands titrages dont leurs dirigeants ont assisté à nos réunions et respecté la promesse de se taire pendant plus de 40 ans. Sans quoi, il nous aurait été impossible de mettre en œuvre nos projets pour le monde si nous avions été exposés à la lumière du public durant toutes ces années. Maintenant, le monde est mieux préparé à se diriger vers un gouvernement mondial. La suprématie supranationale d'une élite d'intellectuels et de banquiers internationaux est sans doute préférable à l'autodétermination nationale pratiquée au cours des siècles passés. David Rockefeller, Conseil des Relations étrangères. Une banque unique, une armée unique, un centre de pouvoir unique. S'il y a une chose que l'histoire nous a enseignée, c'est que le pouvoir corrompt, et le pouvoir absolu corrompt absolument. J'ai vu la fin du monde. La mort était partout. Je l'ai ressenti. Jean, ce n'était qu'un rêve.